Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Ouellette-Morin. J'aimerais remercier d'abord les organisateurs, organisatrices pour cette invitation à partager avec vous certains résultats préliminaires de la consultation provinciale Unis pour l'école qu'on a réalisée au cours de l'année passée. Je suis Isabelle Ouellette-Morin, professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et directrice de l'innovation sociale pour l'Observatoire sur l'éducation et la santé des enfants. C'est un observatoire qui s'intéresse à accumuler et analyser des données pour mieux comprendre ce qui soutient le développement de l'enfant, mais aussi quels sont les obstacles à ce développement optimal. Alors, une consultation, pourquoi? Les consultations sont effectivement bien importantes. Il y en a eu des nombreuses qui ont été menées au cours des dernières décennies et je suis certaine que vous avez complété plusieurs consultations au cours des dernières années. Certaines de ces consultations ont des visées très, très spécifiques. On veut savoir quelles sont l'exposition à la violence, par exemple, qu'on en parlait cette semaine dans les médias, mais aussi toutes sortes d'autres préoccupations qu'ont les milieux scolaires et autres institutions qui travaillent à la réussite scolaire pour mieux cerner les enjeux des écoles. Ces enjeux sont complexes et parfois cumuler des stratégies pour essayer de mieux cerner ces enjeux, d'identifier ses priorités, quels sont les enjeux qui sont prioritaires et qui nécessiteraient davantage de ressources, d'attention, de temps pour essayer de les régler. C'est aussi une notion intéressante que peut aider les consultations. Aussi, les consultations permettent d'agréger les points de vue de plusieurs personnes et c'est souvent quelque chose qui est recherché parce que ces enjeux qui existent sont pour la plupart très complexes et nécessitent le point de vue de plusieurs personnes pour trouver les meilleures solutions, les meilleurs moyens et les meilleures façons d'opérationnaliser les solutions pour pouvoir réduire leur impact sur les enfants et les acteurs et actrices scolaires. Donc, une nouvelle consultation, oui, parce que les consultations qui avaient été menées sur des thématiques plus précises et ne regroupaient pas une vue 360 sur un ensemble plus large d'enjeux. Et la plupart des consultations, aussi importantes qu'elles soient, demandaient à certains acteurs du milieu scolaire, par exemple des enseignants, par exemple des acteurs, des employés de soutien, à donner leur point de vue, ce qui est important, bien entendu, mais il peut aussi être bien important, surtout lorsqu'on veut travailler sur des enjeux complexes, d'avoir le point de vue d'un plus grand nombre de personnes pour être capable de discerner les points de convergence et les points de consensus aussi. Alors, jusqu'à maintenant et à notre meilleure connaissance, il n'y avait eu aucune démarche provinciale qui réunissait plusieurs acteurs des milieux scolaires pour prioriser les enjeux et encore plus important, pour commencer à répertorier les solutions qui sont les plus susceptibles d'être faisables, applicables dans les milieux, mais aussi d'avoir un impact notable sur l'enjeu pour lesquels on veut agir. Donc, une consultation, on l'a co-construite avec tout un ensemble d'organismes et de personnes partenaires. On a voulu d'abord, au cours de l'automne 2023, d'identifier avec les membres des organismes partenaires qui ont bien sûr leur point de vue personnel, expérientiel, leurs propres expertises pour amener à la conversation, mais aussi les équipes de plusieurs milieux de recherche, universités québécoises qui ont un intérêt, une expérience, une expertise en éducation et les enjeux qui affectent les élèves, par exemple, à venir réfléchir ensemble. Et ce qui a été déterminé, c'est qu'on a voulu identifier quels étaient les enjeux principaux qui sont perçus comme étant prioritaires du point de vue des acteurs et actrices scolaires. Et on a voulu aussi faire répertorier pour une première fois les stratégies qui sont vues comme étant les plus prometteuses. On a passé plusieurs heures en ligne et en présentiel à juste
identifier les enjeux les plus importants. Il y en a eu des centaines d'enjeux qui ont été identifiés et après ça, on a fait tout un travail de regrouper ces enjeux-là en 56 enjeux plus ou moins indépendants. C'est sûr qu'ils finissent toujours par se recouper un petit peu, mais 56 enjeux distincts qu'on a regroupés dans 3 thèmes distincts. La santé et le bien-être des élèves, l'environnement et la réussite scolaire, éducative, et ensuite l'organisation des services et les liens avec la communauté. Ce sont donc 3 thèmes qui ont été explorés dans la consultation et qui se sont déclinés en 56 enjeux en tout, répertoriés dans ces 3 thèmes. Une fois cette réflexion collective pour organiser, planifier la consultation publique, on a fait une première consultation. Dans le fond, la consultation a eu lieu en 2 phases distinctes. La première phase a eu lieu en avril 2024, donc la première phase de la consultation. Et l'objectif était d'identifier les enjeux les plus prioritaires parmi les 56 répertoriés et ensuite permettre pour les participants d'identifier de leur point de vue les solutions à l'enjeu prioritaire qui semble le plus important à leurs yeux et d'énumérer tout un ensemble de stratégies, de solutions qui pourraient être pertinentes, qui devraient être envisagées, investiguées de leur point de vue. Les participants à cette consultation en ligne, étaient le personnel enseignant et non enseignant, les directions d'école, les organismes communautaires qui travaillent à la réussite éducative, les parents ou figures parentales des enfants qui fréquentent une école primaire ou secondaire et d'autres acteurs du milieu scolaire, comme par exemple les personnes qui travaillent au sein des centres de services scolaires. Une mobilisation, une consultation, si on veut qu'elle soit collective, elle doit inviter tout un ensemble de personnes qui résident et qui travaillent à différentes régions de la province du Québec. Et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une plus grande représentativité des points de vue diversifiés qui pourraient exister en regard des objectifs que l'on considère importants et auxquels l'école est confrontée. C'est un exercice qui requiert absolument la mobilisation de tout un ensemble de partenaires si on veut qu'elle soit la plus représentative possible. Alors, je ne les nommerai pas ici, mais il y a beaucoup d'organisations, de parents, de syndicales, d'organisations de personnes intéressées à la réussite éducative qui se sont mobilisées pour pouvoir donner leur point de vue. En tout, 4 939 personnes ont participé à cette première phase de la consultation. Et je le rappelle, c'est une consultation qui a eu lieu pendant une période de 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, 4 939 personnes ont énoncé quels étaient, selon eux, les enjeux qu'ils considéraient d'une façon prioritaire. Et plus largement, ils ont identifié d'une façon plus ou moins prioritaire avec un ensemble de réponses, les 56 enjeux, jusqu'à quel point ils considéraient ces enjeux comme importants et prioritaires. En plus, pour les enjeux qu'ils considéraient comme prioritaires, 22 546 stratégies ont été proposées. Les gens ont donc identifié, lorsqu'on a colligé tous ces résultats-là, ces enjeux qui ont émergé comme étant ceux vraiment jugés les plus prioritaires et qui nécessitaient une intervention et des actions immédiates. Je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un petit sondage qui prend 5 minutes au téléphone. Il s'agit d'un travail qui requiert environ 30 minutes. Donc, tout près de 5 000 personnes ont dédié 30 minutes à compléter cette consultation-là, qui utilise la cartographie conceptuelle, c'est une méthodologie de recherche, et se sont vraiment investis au-delà du manque de temps qu'ils vivent, au-delà pour certains du manque d'énergie et de toutes les autres considérations professionnelles ou parentales ou personnelles qu'ils ont. Donc, c'est vraiment un investissement notable
que je crois il faut souligner. De tous les enjeux, 6, donc, je disais plutôt, sont ressortis comme prioritaires et l'exposition, l'impact négatif des écrans est ressorti comme l'enjeu le plus prioritaire parmi les prioritaires et ont suivi les enjeux d'intimidation et de violence vécus à l'école, l'épuisement professionnel, le manque d'intérêt ou de motivation pour l'école, 4e enjeu les plus prioritaires en ordre décroissant, la régulation, ou plutôt les difficultés dans la régulation des émotions, du stress et de l'anxiété vécue de la part des élèves. Et finalement, le manque d'adéquation perçu entre les services gouvernementaux et les besoins qui sont vécus dans les milieux éducatifs. Donc, une fois cette première phase complétée, comme je le disais, on a mis ensemble toutes ces informations-là et on a organisé la deuxième phase de la consultation 2 semaines plus tard. Donc, seulement 2 semaines entre la première et la deuxième phase de la consultation. En quoi consistait cette deuxième phase? D'abord, on voulait regrouper ensemble toutes les stratégies par rapport à une thématique en particulier. Donc ici, nous prenons les résultats liés à la thématique de l'impact négatif des écrans. Donc une personne qui disait, moi, dans cette deuxième phase de la consultation en ligne, j'ai envie de m'exprimer et de travailler sur la thématique d'exposition négative aux écrans. Alors cette personne a été invitée à regrouper tout un ensemble de stratégies et de le regrouper en des groupes qui fait sens pour lui ou pour elle. Ensuite, l'objectif est de reprendre toutes ces stratégies et d'évaluer le potentiel d'impact de chacune de ces stratégies et leur faisabilité. Parce que vous êtes très bien placé pour savoir que parfois, il y a des stratégies incroyables, mais qui sont beaucoup plus difficilement opérationnalisables dans certains milieux ou plus difficiles à mettre à l'échelle dans toute la province. Donc, ces considérations-là sont importantes. Ça faisait partie du désir de plusieurs de nos partenaires d'avoir plus d'informations au-delà des stratégies qui pourraient être évaluées, lesquelles pourraient être jugées comme ayant davantage de potentiel. Donc, on voulait aussi faire ressortir les consensus et les points de divergence par rapport à ces stratégies. C'est important de savoir ça parce que il est possible que certaines stratégies font consensus, sont jugées comme ayant un grand potentiel d'impact et très faisables. Ce sont ce qu'on appelle les stratégies qu'on peut recueillir d'emblée et mettre en pratique aussi. Par contre, il y a certaines stratégies qui sont très bonnes, qui sont évaluées par des études scientifiques et qui montrent leur très grand potentiel, mais qui sont perçues par certains des acteurs ou actrices du milieu scolaire, peut-être comme ayant moins d'impact ou comme étant plus difficiles à opérationnaliser dans ces milieux. Et savoir ces connaissances-là, c'est important pour trouver des voies de passage, pour savoir de leur point de vue quelles modifications pourraient être faites pour faire en sorte qu'elles soient perçues comme étant plus faisables ou ayant plus d'impact. Ces informations sont importantes et c'était l'un des objectifs de faire ressortir ces points de consensus et ces points de divergence. Donc, les participants, exactement les mêmes ensembles de participants qui ont été invités à cette deuxième phase de la consultation en ligne, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes participants qui ont effectué la première phase. Donc, il se peut que ce soit des personnes différentes, on ne le sait pas, mais ce qui est important, c'est qu'on a inviter toutes les mêmes personnes via tous nos partenaires. Donc, vous vous dites, comment on fait pour faire en sorte de 22 000, un peu plus de 22 000 stratégies pour tous les enjeux qui ont été identifiés et pour, d'une façon plus spécifique, l'exposition négative aux écrans, 991 stratégies ont été proposées. C'est bien sûr qu'on ne peut pas demander aux participants d'évaluer 991 stratégies, puis on peut bien s'imaginer aussi qu'il y a un certain regroupement. Il y a certaines stratégies qui sont
souvent identifiées comme étant potentiellement intéressantes. Et comment on s'y est pris dans ces 2 semaines-là qui a séparé la phase 1 et la phase 2 de la consultation pour trier ces stratégies. En fait, on a utilisé de l'intelligence artificielle et plus particulièrement excusez-moi, l'anglicisme, du Natural Language Processing, du langage naturel, j'imagine, ce qui est une forme d'analyse d'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle, qui nous a permis d'aller regrouper les stratégies qui, fort probablement, proposaient les mêmes choses. Et de ces groupes-là, on a sélectionné les 45 stratégies qui représentaient le mieux le bassin original de 991 stratégies qui ont été énoncées par les personnes participantes. Donc, c'est bien important de comprendre qu'on ne fait aucun triage en fonction de la valeur ou de la nature des stratégies. Elles sont toutes représentées parmi le bassin plus grand de stratégies. Donc, dans la phase 2, il y a 132 personnes qui ont participé et qui ont regroupé et évalué les 45 stratégies qui avaient été sélectionnées pour l'exposition, l'impact négatif aux écrans. Il faut bien comprendre aussi que, étant donné qu'on avait 6 thématiques prioritaires, cette exposition, l'impact négatif des écrans, de même que les 2 autres premiers enjeux prioritaires ont été on a invité les gens à faire la phase 2 pour ces impacts, pour ces enjeux-là, pendant une seule semaine. Donc, pendant une seule semaine, il y a 152 personnes qui ont fait l'évaluation de ces stratégies propres à l'impact négatif aux écrans, ce qui est quand même toute une participation en si peu de temps. Et puis, juste noter avant, pour ceux qui se disent « Bon, est-ce que c'est assez excusez-moi, je vois mal les chiffres. 132 personnes ou 152, c'est la même chose. Personnes. Est-ce que c'est assez pour avoir une bonne représentativité des points de vue qui pourraient être divergents? Oui. En fait, cet exercice de consultation par le biais de la cartographie conceptuelle et jusqu'à maintenant, ce qu'on m'a dit par la compagnie qui en fait couramment, une des plus grandes consultations publiques en utilisant cette stratégie-là au monde. Là. Donc, c'est suffisant et sûrement, je dirais, approximativement 3 à 4 fois plus élevé en termes de participants que d'autres exercices similaires. Donc, je vais revenir, pardon. Toutes ces 45 stratégies ont été regroupées en quatre ensembles différents. D'abord, toutes les stratégies qui avaient à voir à l'équilibre entre l'intégration des écrans à l'école et les formations. Toutes les stratégies qui avaient à voir à des règles, ou qui fait mention d'une façon de gérer, légiférer l'exposition des écrans et de quelle façon devait permettre aux jeunes d'être exposés ou de posséder ou d'utiliser un écran. Il y a d'autres stratégies qui avaient davantage à voir à l'hygiène numérique et les loisirs, alors qu'un autre ensemble de stratégies ont été regroupées sous l'égide de la sensibilisation des parents et des élèves. Donc, plusieurs stratégies bien différentes les unes des autres. Et ce qu'on veut faire avec les données qui ont été colligées, c'est qu'on veut d'abord identifier cette fameuse go zone. Quelles sont les stratégies qui sont jugées sur l'axe des X, à l'horizontale, comme étant les plus faisables et qui sont dans le cadran supérieur, donc sur l'axe des Y, qui ont le plus grand potentiel d'impact. Quelles sont ces stratégies que, du point de vue, c'est des perceptions des acteurs et des actrices du milieu scolaire, ces stratégies sont vues comme étant vraiment un grand potentiel d'impact. Lorsqu'on prend les stratégies spécifiques liées aux règles, à la gestion de la légifération, il apparaît évident que l'interdiction des écrans pour les moins de 4 ans est une stratégie qui devrait être implémentée. L'interdiction au cellulaire au primaire et l'interdiction du téléphone en classe au secondaire sont des stratégies qui font assez consensus, qui sont vues et perçues comme ayant un grand potentiel d'impact et vues comme étant très faisables. D'un autre côté, d'autres stratégies sont vues comme ayant un potentiel d'impact, somme toute, assez important, mais plus difficile à appliquer, comme par exemple l'interdiction des médias sociaux pour les moins de 16 ans.
Pour ces stratégies, l'évaluation était très, très, très consensuelle entre les parents et le personnel scolaire, puis au sein des différentes régions administratives. Donc, un consensus important, puis c'est important de se garder ça en tête lorsqu'on veut passer de l'avant. Je suis désolée, il y a une alarme de feu qui vient de se déclarer. On va prendre une petite pause, puis on va voir comment on peut reprendre la conférence par la suite. Désolée pour cet inconvénient. Tout est beau. Alors, plus d'alarme de feu. Ne vous inquiétez pas pour le bien-être de toute l'équipe ici. Tout va bien. Alors, on va reprendre. Donc, on était en train de regarder quelles sont les stratégies qui sont identifiées, qui sont perçues comme étant ayant le meilleur potentiel d'impact et les plus faisables. Un deuxième groupe de stratégies était l'hygiène numérique et les loisirs. Peut-être que ça va surprendre personne ici et en plus, parmi ceux qui sont intéressés à l'utilisation du numérique dans les milieux scolaires, mais favoriser des bonnes habitudes de vie qui incluent de l'activité physique dès le primaire, c'est vraiment une stratégie qui est perçue par les gens comme étant une bonne façon de venir prévenir l'impact négatif des écrans. Et de la même façon, et ça ressemble un peu, mais c'est un petit peu différent aussi, d'offrir aux élèves une grande diversité d'activités parascolaires, ce qui fait qu'ils sont intéressés à plein de choses et pas seulement leur téléphone, par exemple, ou leur écran. Donc, encore une fois, grand consensus entre les acteurs et actrices du milieu scolaire, et incluant les parents, et grand consensus à travers la province. Troisième ensemble de stratégies proposées, cette fois-ci perçues quand même d'une façon assez positive, à la fois sur le plan de l'impact et de la faisabilité, peut-être moins importante et très potentiel d'impact et faisabilité comparativement aux deux autres, mais la sensibilisation des parents et des élèves. Donc, pour ceux et celles là, qui investissent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire de la sensibilisation, c'est quelque chose qui est perçu comme ayant un bon potentiel d'impact et qui est faisable en termes de stratégie, d'opérationnaliser, de faisable pour pouvoir prévenir les impacts négatifs de l'exposition aux écrans. Donc, on peut regrouper plusieurs stratégies qui tombent sous cet ensemble-là, par exemple la formation et conférences auprès des parents d'enfants du CPE, enseigner aux élèves à bien utiliser les écrans et sensibiliser les élèves aux impacts négatifs que pourrait comporter une utilisation abusive ou inadéquate des écrans. Bien sûr, il y a d'autres stratégies qui tombent sous cette égide-là de sensibilisation des parents qui sont peut-être perçues comme étant ayant être plus difficilement mises en action, comme par exemple de demander une supervision parentale accrue des écrans pour les élèves. Et puis ça, il y a un consensus à la fois des parents, mais aussi des acteurs du milieu scolaire au fait que ce soit peut-être une stratégie qui est moins faisable ou applicable à une grande échelle. Donc, encore là, pour ces stratégies-là, l'évaluation de la faisabilité de l'impact est consensuelle pour les parents, les acteurs du milieu scolaire, de même qu'à travers les régions du Québec. Finalement, l'équilibre entre l'intégration des écrans à l'école, il y a certaines stratégies qui sont vues comme ayant un bon potentiel d'impact est faisable, comme le fait de diminuer l'utilisation des écrans en récompense à l'école, particulièrement lorsque les enfants ont bien travaillé ou ont fini une période d'études intenses, de leur permettre d'utiliser les écrans comme une récompense. Donc, on peut comprendre ici sans valeur nécessairement pédagogique ou éducative. Mais il y a d'autres stratégies liées à ça qui sont peut-être perçues comme étant ayant un moins fort potentiel d'impact ou moins faisable, tout particulièrement celles qui sont situées dans votre cadran inférieur à gauche. Donc, regrouper dans cet ensemble-là le fait de rendre l'enseignement plus interactif, des écrans pour stimuler l'apprentissage, éviter d'utiliser le tableau blanc interactif lorsque c'est pas nécessaire, ou d'intégrer plus de littératie numérique lorsque c'est une situation qui s'y prête. Mais ici, il faut bien situer. Est-ce que ce sont des stratégies qui sont perçues comme ayant le potentiel de réduire l'impact négatif des écrans? C'est bien ça la question qui a été posée. Donc, peut-être qu'elles ont une contribution, mais peut-être pas pour prévenir l'impact négatif des écrans.
On peut aussi reprendre certaines des stratégies, de voir à la lumière de toutes les compétences auxquelles vous êtes exposés, de quelle façon le numérique pourrait être intégré dans la réussite éducative et plus généralement dans le contexte éducatif de l'école, et de voir lesquelles parmi certaines des stratégies qui renvoient plus étroitement à ces compétences, lesquelles sont perçues comme ayant le meilleur potentiel. Donc, enseigner aux élèves à utiliser adéquatement les écrans, incluant l'école, est quelque chose qui est vu comme ayant un grand potentiel d'impact et de faisabilité, de la même façon que sensibiliser les élèves aux conséquences négatives de l'utilisation abusive des écrans est aussi vu d'une façon très, très positive. D'autres stratégies pour des fins de prévention d'impact négatif aux écrans sont perçues comme étant ayant un moins grand potentiel d'impact, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pertinentes. Puis je vais poursuivre sur cet élément tout de suite après avoir finalisé l'exposé des résultats préliminaires. Donc, les règles et la gestion, la légifération relatives aux écrans et des petites différences consensuelles entre Montréal et Laval et les autres régions du Québec, où on perçoit que ces règles-là ont moins le potentiel d'avoir un impact sur la vie des jeunes et la prévention de difficultés liées à l'exposition aux écrans à Montréal et dans les centres urbains, comparativement à ce qu'on perçoit que ces stratégies-là auraient un fort impact dans les autres régions. Vous voyez la différence entre la gauche et la droite un peu plus élevée. Elle est présente, elle est significative, mais elle est somme toute assez restreinte, mais elle existe. De la même façon, le fait de davantage d'y aller d'une façon collaborative et d'intégrer des stratégies qui permettent davantage de trouver un équilibre dans l'intégration des écrans à l'école, c'est quelque chose qui est perçu comme ayant un plus fort potentiel d'impact dans les milieux urbains comparativement à les régions. Il faut aller chercher pourquoi ces perceptions-là existent. Puis c'est un des éléments qui est très important à garder en compte ici. C'est une consultation populaire. Donc, ce sont des perceptions, ce sont des éléments qui proviennent de l'expérience individuelle des gens, mais ça doit être complété et mis en contexte avec, par exemple, toutes les études scientifiques qui sont menées sur le sujet et de voir pourquoi il y aurait consensus ou absence de consensus quant à la perception des gens et l'évaluation, par exemple, de l'efficacité ou l'efficience de certaines stratégies pour pouvoir réduire les impacts négatifs liés à l'utilisation négative des écrans. Donc, cette consultation-là suggère un consensus important sur certaines actions à entreprendre en priorité. Et celles-ci sont d'abord de choisir certaines règles qui encadrent l'utilisation des écrans. Donc, par étapes, en encadrant d'abord l'utilisation des écrans au préscolaire et de limiter et encadrer leur utilisation à l'école. Rappelons-nous, c'est une consultation qui a été faite en 2024. A commencé, ensuite est arrivée cette interdiction d'utilisation des téléphones personnels à l'école, au primaire et au secondaire. On continue à évaluer l'impact et l'opérationnalisation et la mise en application plutôt de cette règle-là au cours de cette première année de mise en place de cette règle. Deuxièmement, la promotion d'une saine hygiène de vie, c'est aussi perçu comme étant ayant un très grand potentiel d'impact. Donc, c'est quelque chose qui devrait être poursuivi et qui fait consensus, à la fois parmi les gens qui travaillent dans le milieu scolaire et les parents. Donc, lorsqu'il y a consensus, on peut supposer que la mise en application de ces stratégies risque moins de rencontrer d'obstacles ou de résistance. Hein? C'est quelque chose qui est perçu comme étant une bonne chose de la part de tous et toutes, ou d'un grand ensemble de personnes plutôt. Et ensuite, la promotion de l'utilisation équilibrée et responsable des écrans, c'est
aussi quelque chose qui est vu comme ayant un grand potentiel d'impact et généralement faisable, quoique il y a un petit peu de travail à continuer à faire pour augmenter sa faisabilité perçue. Donc, quelles sont, par exemple, les conditions gagnantes qui pourraient aider à accroître cette faisabilité perçue pour intégrer davantage de stratégies qui sensibilisent les parents et les jeunes aux effets négatifs des écrans et à leurs conséquences. Donc, ce sont toutes des questions qui pourront être travaillées toujours dans une perspective de co-construction et de co-design, et c'est ce qu'on va faire par le biais d'ateliers de discussion. Pourquoi? Parce qu'on a un premier recensement des perceptions et avec des résultats qui ont un grand potentiel de généralisation. Maintenant, ce n'est pas la fin. En fait, ce n'est qu'un début. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous pourrions faciliter la mise en œuvre et la mise à l'échelle de certaines stratégies qui sont vues comme étant à fort potentiel d'impact? Mais cette réalisation-là, elle risque d'être plus efficace lorsqu'on recueille les points de vue de gens qui ont des expertises ou qui travaillent à différents niveaux dans l'éducation pour voir quelles seraient les meilleures conditions, les meilleures stratégies, la logistique qui serait nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de ces stratégies-là. Et puis ça, le regard collectif des gens est absolument nécessaire si on veut que les impacts soient notables rapidement et que les meilleures stratégies soient mises en œuvre à grande échelle. Donc, pour faire ça, mais aussi pour venir augmenter la faisabilité de certaines stratégies qui sont peut-être vues et évaluées d'une façon très positive dans la recherche, mais pour lesquelles les acteurs et les actrices du milieu scolaire, incluant les parents, perçoivent la faisabilité comme étant moins importante, moins intéressante ou l'impact moins intéressant. Ces ateliers-là pourraient nous permettre aussi d'aller investiguer certaines de ces stratégies-là, qui, du point de vue académique, universitaire, ça fait du sens, ou dans certains milieux, ça a été évalué comme étant excessivement aidant, mais qui ne sont pas perçues comme étant optimales et prêtes à être mises à l'échelle à travers la province. Donc, ça aussi, recueillir le point de vue des gens pourrait nous permettre de trouver des façons d'optimiser la réalisation de ces stratégies-là ou d'en modifier le contenu. Et c'est exactement ce qui va être fait par des ateliers de co-construction qui suivent ce processus de consultation pour que ça donne quelque chose. Avoir des connaissances, c'est effectivement aidant, ça oriente les prises de décision, c'est important, mais parfois, on doit poursuivre cette discussion-là, ces échanges-là, pour pouvoir aller un petit peu plus loin et savoir quoi faire pour que ça ait vraiment un impact réel. Donc, on va mener des ateliers de co-construction et avec les gens qui sont intéressés à travailler en regard des stratégies qui ont été énoncées sur l'impact négatif des écrans, mais aussi pour l'intimidation et la violence dans le milieu des écoles, mathématiques de recherche, et l'épuisement professionnel et la régulation des émotions, du stress et de l'anxiété. Et plusieurs, soit jeunes professeurs universitaires comme Katharina Maprin va animer ces échanges et jeunes professeurs aussi, Julie Boissonneau à la faculté d'éducation de l'Université Laval, Katharina Maprin qui est à la faculté d'éducation de l'Université de Montréal et des jeunes postdoctorants qui travaillent dans ces différents domaines d'expertise vont animer ces échanges-là pour vraiment continuer à réfléchir avec vous à de quelle façon on applique ces situations-là, mais aussi de quelle façon on pourrait bonifier certaines de ces stratégies qui ont, somme toute, du potentiel et comment en augmenter leur impact ou en augmenter leur mise en œuvre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser le petit code QR pour vous inscrire à un de ces ateliers. Alors,
Je vous remercie de votre attention. Désolée encore de l'interruption bien involontaire de notre part. Et on va aller, je vous propose d'aller au lunch maintenant. Grand merci. Bonjour à tout le monde.